On est dans un débat et le débat veut dire il y a échange d'idées. Alors, pour ce qui me concerne, la question d'intégrer ou ne pas intégrer n'a jamais été une question importante. Parce que chaque pays décide de ce qu'il veut dans l'ITIE. Ça fait déjà presque 10 ans, en 2024, parce que depuis 2014, nous sommes en train de réfléchir sur le besoin, la nécessité, les possibilités d'intégration du secteur de l'électricité dans l'ITIE. Comme Jean-Pierre l'a dit, ce n'est pas pour de simples besoins d'intégrer, mais nous voulons voir clair sur la gestion de ce secteur, parce qu'il y a énormément de revenus qu'on ne sait pas voir, et qu'ici tout cela peut être présenté de façon transparente, ça peut constituer une opportunité de suivi pour d'autres acteurs et ça peut faire améliorer beaucoup de choses comme aujourd'hui avec le secteur minier. Et le petit plan, c'est que les raisons vont être liées à la similarité des défis. Comme on l'a dit, on ne sait pas parler du secteur de l'électricité ou de l'énergie sans parler d'autres secteurs, notamment ou principalement les mines. Donc il y a un lien important entre le secteur minier et le secteur de l'électricité ou de l'énergie. Et nous allons aborder les raisons par rapport à l'importance des paiements perçus par la SNEL ou perçus dans le secteur de l'électricité. Nous allons également aborder la troisième raison qui concerne la divulgation par les entreprises des paiements au gouvernement, aussi la publication des contrats et la propriété réelle. Par rapport à la première raison, qui est l'importance des paiements, donc la divulgation des paiements et des revenus de la consommation de l'électricité constitue l'un des éléments essentiels pour l'ITIE. Et c'est comme pour le secteur minier. Donc tous les paiements qui sont effectués, lorsqu'ils peuvent être déclarés, c'est une bonne source d'information et une bonne opportunité d'action et de suivi. Et la diffusion de ces paiements permettrait de fournir l'information exhaustive sur les recettes publiques, mais aussi sur leur impact sur la gouvernance du secteur de l'électricité. Et vous allez voir que sur d'autres slides, on va démontrer qu'il y a beaucoup de contrats qui ont existé ou qui existent entre la SNEL et des partenaires, mais la SNEL aujourd'hui n'arrive pas à se redresser. Mais alors qu'on a beaucoup de contrats et beaucoup de fonds ont été en fait perçus par qui, combien, ça a été affecté à quoi, on ne sait pas. C'est toute cette opacité en fait qui motive que nous puissions faire intégrer le secteur de l'électricité dans notre pays. Donc les rapports des ONG et des déclarations d'entreprises minières et leurs filiales ont révélé des paiements importants. C'est ce que M. Jean-Pierre était en train de dire. Au niveau national, nous n'avons pas ces informations-là. Par exemple, lorsque la SNEL a un contrat avec l'entreprise, par exemple, FM pour la réhabilitation d'un barrage X, ces informations-là au niveau national, on ne les a pas. Combien ce contrat a coûté, combien a déjà été versé, et quel est le sous-traitant qui a gagné ce marché, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour la réhabilitation de ces barrages, et comment, parce que si cet argent, c'est un prêt que l'entreprise a accordé à la SNEL, mais comment ce prêt sera amorti en termes de consommation ou d'achat de l'énergie. Aucune information n'est disponible au niveau national. Mais à l'étranger, on a ces informations-là. C'est parmi les raisons qu'on voudrait que le secteur soit intégré dans l'ITIE et à partir du niveau national, à partir du niveau local, on a toutes ces informations-là. Nous sommes référés en fait au secteur minier parce que depuis longtemps, il était prévu que les entreprises minières devraient publier par exemple leurs contrats et les avenants, mais on n'avait pas ces documents-là. On a fait difficile d'accéder au contrat de beaucoup d'entreprises. Il a fallu qu'on lise les rapports de l'ITIE pour prendre connaissance, par exemple, de certains contrats, et des fois qui étaient même déjà dépassés, il y avait déjà des avenants. Et nous, on a eu quand même ces contrats-là. Donc, c'est une opportunité qui doit être offerte au public
pour accéder aux informations sur les secteurs. Donc ces paiements, ce sont des recettes publiques parce que c'est payé à des entités publiques et en fait la population, les citoyens en a le droit. L'autre raison, c'est que c'est l'importance de la divulgation. Il existe des lois, donc dans l'Union européenne, le Royaume-Uni, tout ça, le Canada, je crois que Jean-Pierre l'a évoqué, qui obligent ces entreprises d'administration à déclarer sur tous les paiements qui sont effectués par leur administration dans des pays où ils sont en train d'opérer. Et là, les informations sont disponibles depuis 2015, mais ici, chez nous, les informations ne sont pas disponibles. Et les multinationales fournissent des informations sur les paiements au profit de leur gouvernement. Mais au niveau national, alors que pendant ces temps, c'est plus la RDC qui a besoin de ces informations pour améliorer ou accroître voilà, la transparence et même la gouvernance dans le secteur. Donc la divulgation, la réhabilitation, parce que ces paiements concernaient principalement quoi? La réhabilitation, par exemple, de machines, des centrales hydroélectriques, ou des questions de transport de l'électricité, tout ça. Nous avons par exemple le cas du contrat Usanga, qui est dans le cadre du projet Sicomine. C'est pour fournir de l'électricité à Sicomine. Mais dedans là, c'est plus de 600 millions de dollars que devrait coûter ce projet. Mais en même temps, ce projet se retrouve dans le contrat Sicomine. Lorsqu'on devait construire la mine, en même temps on devait construire ce barrage-là qui devait alimenter la mine. Mais quand vous regardez bien, selon toutes les informations qui ont été révélées par les consultants des TIE, vous vous rendez compte que ça fait deux projets différents. Le même projet a été financé deux fois, dans le cadre du projet Sicomine et comme projet dans le cadre de l'hydroélectricité. Mais là, il n'y a pas de transparence parce qu'on ne sait pas finalement ce projet a coûté combien, qui a capté cet argent, on sait qu'il y a donc tout ça. Et on ne sait même pas comment cet argent sera remboursé, ça sera amorti comment. Sicomine doit acheter de l'électricité, bien sûr, mais à quel coût? Mais c'est jusqu'à quand c'est plus de 900 millions parce qu'il y a beaucoup d'enjeux là-bas. Les calculs ont démontré que ce projet Usanga aurait coûté plus de 900 millions de dollars. Mais comment, jusqu'à quand est-ce que la consommation d'électricité par Sicomine va amortir ces montants-là? On n'a pas d'informations précises jusque-là, mais il n'y a que Sicomine, il n'y a que Sicohydro, peut-être quelques acteurs du gouvernement qui étaient là à l'époque, qui peuvent comprendre ces faits, alors que c'est une information qui doit être à la place publique. Et les mêmes paiements concernent également, par exemple, les factures de consommation et les financements ou tous les prêts qui sont accordés par les entreprises minières, le gouvernement. L'autre raison, c'est la publication des contrats. Donc la transformation de la SNEL en société commerciale depuis 2010 et puis la libération du secteur devait en fait amener plusieurs investisseurs. C'est comme dans les mines, quand les mines étaient libéralisées, on a eu beaucoup d'investisseurs et il fallait en tout cas mettre en place des mécanismes de surveillance pour qu'il y ait de la transparence. Donc la même chose quand le secteur a été libéralisé et nous avons beaucoup de partenaires qui sont venus, qui cherchent des contrats avec la SNEL, directement avec le gouvernement, et ainsi de suite, qui passent par les miniers, qui sont les miniers eux-mêmes. Et tout ça, donc des contrats, des partenaires publics ont été signés avec les miniers, comme je disais, avec la SNEL pour la réhabilitation des centrales, tout ça. Quand vous regardez la plupart des centrales, par exemple dans les lois là-bas, on fait l'objet des contrats. Mais on n'a pas d'informations très précises à ce sujet. Donc la SNEL elle-même ne sait pas fournir ces informations. L'État congolais ne sait pas fournir ces informations. Et nous estimons que si le secteur est intégré, en fait, on peut avoir accès à ce genre d'informations. Parce que tous ces contrats-là n'ont pas été, la plupart n'ont pas été publiés et nous n'en savons rien aujourd'hui. L'autre question pour laquelle on veut que le secteur soit intégré, c'est la question de la propriété réelle. Donc la RDC est déjà dans l'obligation de la divulgation de la propriété réelle, dans le secteur minier. Et donc toutes les personnes politiquement exposées qui participent à des actions dans le secteur extractif doivent déclarer la propriété réelle. Mais nous avons estimé que c'est aussi important pour les secteurs de l'électricité qu'ils soient connus, qui participent à quel partenariat, sur quelle base, ainsi de suite. Je crois que
Le souci, comme on l'a dit, ce n'est pas de faire intégrer les secteurs, mais c'est beaucoup plus d'avoir des informations précises sur comment le secteur est couvert, les défis, les opportunités, parce qu'on veut améliorer la gouvernance là-dedans. Voilà. Et c'est pourquoi déjà, ce rapport dont je présente les résumés sur les 5 raisons pour l'intégration de l'électricité dans l'ITIE a été publié il y a déjà 2 ans. Déjà, les recommandations demandaient à la primature de prendre un décret, par exemple, obligeant ou demandant l'extension des secteurs à couvrir par l'ITIE, qu'on puisse intégrer l'électricité pour améliorer la gouvernance. Mais on demandait aussi au comité exécutif de l'ITIE d'ouvrir un débat que nous avons aujourd'hui ou que nous continuons aujourd'hui, parce que le débat a été ouvert il y a déjà plusieurs années. Mais on devait vraiment ouvrir ce débat et pour démontrer la nécessité, la possibilité d'intégrer l'électricité dans l'ITIE. Mais aussi, il y a une question de sensibilisation des parties prenantes qui vont déclarer, qui doivent déjà sensibiliser, qui doivent comprendre qu'il est aussi important d'intégrer les secteurs. Donc, les entreprises sont concernées, la SNEL est concernée, la société civile, aussi les gouvernements et le Congolais. Donc, toutes les parties prenantes doivent avoir la même compréhension, doivent avoir le même niveau de nécessité de pouvoir intégrer ces secteurs, de sorte qu'une fois intégrés, et les déclarations peuvent être faites sans beaucoup de difficultés et l'information peut se retrouver sur la place publique. Donc, si nous estimons, comme les raisons que Richard vient d'avancer, tout le monde est convaincu qu'on intègre, on intègre. La question importante pour moi, c'est de dire comment on le fait. Et je pense que si nous revenons à cette question, comment on le fait, on va aller à la question d'analyse des forces et des faiblesses des acteurs. Ça, c'est ce qu'on appelle la capacité. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne l'exemple de la Mauritanie qui a intégré la pêche. C'est en fonction de politique du pays, en fonction de ce que le pays voudrait atteindre. C'est pour ça que j'estime personnellement que les débats de dire on intègre ou on n'intègre pas, pour moi, n'a pas de place. Nous avons intégré l'artisanat dans l'ITIE, c'est tout simplement parce qu'on voulait qu'on puisse formaliser ce secteur. C'était ça l'objectif principal pour lequel on avait intégré l'artisanat sans prendre en compte des questions de somme d'argent, de ceci ou de cela. La question principale, l'objectif principal était ça. Maintenant, nous passons à un autre niveau. Comment on le fait? Jean-Pierre a donné une indication intéressante, mais qu'on ne semble pas discuter. Par exemple, on se dit, si on fait l'analyse des forces et faiblesses des acteurs, on peut dire maintenant on commence par où? Parce qu'en ce moment-là, on est sûr que nous allons atteindre notre objectif. Parce que ce n'est pas ajouter qu'il y ait quelque chose, mais il faut qu'on ajoute pour atteindre l'objectif qu'on recherche. Et en analysant les forces et les faiblesses des acteurs, on peut trouver la voie. Et sans arriver à cette analyse, Jean-Pierre a dit, par exemple, qu'on peut aller à la déclaration unilatérale. C'est une voie. Mais je pense que pour plus de performances, pour atteindre l'objectif, il faut analyser les forces et les faiblesses des acteurs. À partir de là, on peut trouver une voie de sortie. La question essentielle pour moi, c'est d'analyser les forces des parties prenantes et de dire, si on ajoute, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça marche? Si on ajoute, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on atteigne nos objectifs? Et ça, on peut le faire qu'en analysant la force et les faiblesses des acteurs. Il y a la question sur, on voulait savoir si, à partir de votre expérience, on peut affirmer qu'on peut avoir un modèle économique pour l'électrification d'une communauté ou dans une communauté. Il y avait la question sur la vente annuelle. La vente annuelle, la capacité au fait de vendre de Virunga, combien d'argent il vous arrive de vendre par rapport à votre conseil en 2000 abonnés. Oui, autour de 30 200 abonnés, combien est-ce que vous gagnez annuellement? Ce sont là les principales questions. Je commencerai par la première question qui concerne la collaboration qui pourrait exister entre Virunga et le M23 qui est de l'autre côté. En réalité, on ne paye aucune taxe au M23.
En principe, la loi voit que en situation de paix ou en situation de guerre, ceux qui travaillent pour la conservation de parcs nationaux, ils sont non co-belligérants. Et donc, que ce soit l'M23, que ce soit le gouvernement congolais, ils doivent nous laisser faire le travail de la conservation parce que tout le monde a besoin de cet air frais que nous sommes en train de respirer actuellement. Ce qui se passe pratiquement sur le terrain, c'est quoi? On est en train de faire la construction de la centrale de Wambuba. C'est une nouvelle centrale. C'est là que peut-être ça poserait problème. Il y a des conduites forcées qui étaient à Mombasa, qui devaient quitter Mombasa et être acheminées jusque dans une zone qui est du M23. Nous avons discuté avec le gouverneur de province de Kivu, nous avons discuté avec l'ANR au Nord Kivu, on a reçu des autorisations pour que les conduites qui sont à Mombasa puissent être acheminées vers Kouchou sans difficulté, avec l'autorisation du gouverneur. Et là, c'est dans le but que, après la guerre, il y ait des infrastructures qui seraient en train d'être construites sans problème et sans avoir empêché le projet à s'exécuter, parce qu'il y a des coûts qui sont liés au fait qu'on ne travaille pas, mais il y a des argents qui doivent être payés. Au niveau de Mombasa, les conduites forcées qui étaient là-bas payaient chaque mois environ $90,000 d'entreposage. Quand je parle de conduites forcées, je suis en train de parler de plus de 180 tuyaux de 2 mètres de diamètre chaque tuyau, multiplié par 3, parce qu'on doit amener 180 camions jusqu'au niveau de Wambuba. Donc là, du côté du M23, nous on n'a pas discuté avec la M23, mais on a discuté par contre avec, comment on appelle, l'EAC. Donc on a discuté avec l'EAC qui est aussi sur place pour dire qu'il y a un projet de développement. Le gouvernement congolais a accepté que les matériaux soient acheminés jusqu'à Wambuba. Vous aussi, EAC, faites en sorte que les rebelles du M23 qui sont de ce côté-là, là où vous aussi vous êtes, qui ne puissent pas nous tracasser. Tout ce qu'on fait, c'est acheminer les tuyaux jusque-là et continuer le travail assez timidement au niveau d'ici. Ça, c'est un. Pour ce qui est de la taxe telle que vous demandez, il n'y a aucune taxe qui est payée au niveau local actuellement. Pourquoi? Parce qu'au niveau local, tel que je vous ai dit, la taxe qui devrait être payée au mois de Boucha, c'est une taxe qui est liée au raccordement. Et tant que les M23 est sur place, ça signifie qu'ils vont demander à ce qu'on puisse payer cette taxe de raccordement chez eux, parce que le mois de Boucha n'est plus dans le Boucha, il est à Goma et à qui il a fui la guerre. Mais actuellement, ce qu'on a fait, nous, on a arrêté le raccordement. On ne fait pas de raccordement. Et pour ne pas faire de raccordement, c'est pour qu'on ne fait pas de raccordement pour qu'on ne puisse pas payer une quelconque taxe à ces gens qui sont de l'autre côté. Parce qu'à un moment, quand la paix sera restaurée, si on a raccordé des gens et que la taxe a été payée auprès de ces gens-là, l'État congolais va réclamer qu'on puisse payer cette taxe une deuxième fois à l'État congolais. Ça, c'est un. Mais deux aussi, on sera en train de collaborer et de financer quelqu'un qui est en train de détruire tout ce qui est développement pour le Congo. Voilà la réponse que je donnerai pour la question de taxes avec le M23. Donc, je suis clair, il n'y a aucune taxe qu'on paye et on ne payera jamais aucune taxe. La loi ouvre, la M23 ne peut pas nous attaquer. C'est vrai, ils nous embrouillent deux fois, ils disent qu'aujourd'hui on n'allait pas passer, au pétrole on accepte, ainsi de suite, mais on ne paye rien. Pour la deuxième question qui concerne le vente, le volume de vente. Actuellement, la vente mensuelle est environ $700,000. 700,000 par mois. C'est ça les ventes. Mais derrière le volume de vente, il y a alors le coût d'exploitation. Le coût d'exploitation qui prend les salaires des agents, qui prend les renouvellements des équipements, ainsi de suite. Et difficilement on peut dégager une certaine marge d'environ $100,000 chaque mois, environ 100 000. Mais qui à un moment peut être récupéré par des taxes, ainsi de suite. Voilà. Il y a une question qui concerne le modèle que nous appliquons. Est-ce qu'il peut être transposé vers d'autres communautés? Oui, c'est un modèle qui fonctionne.
C'est un modèle qui fonctionne et nous, on est prêt à partager l'expérience avec tout le monde. Actuellement, on nous a appelé au niveau du parc de Pema pour qu'on puisse partager notre expérience. On s'est rendu là-bas. On a aidé à faire des études de faisabilité. Donc, s'il y a d'autres communautés au niveau du Congo et qui aimeraient que nous, on puisse partager notre expérience, on peut le faire. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux parce qu'ils vont bénéficier du fait que là où nous, on a échoué, ils seront proactifs, ils pourraient peut-être anticiper tous les problèmes que nous, on a traversés et faire mieux que nous. Donc, c'est faisable, c'est un modèle qui peut marcher. Et c'est un bon modèle, un modèle qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts, mais c'est un modèle qui implique même toutes les communautés en même temps, comme on est en train de le faire au niveau du monde. Je réponds au nom de Josué Idoua, je suis directeur de la stratégie au niveau de Virunga Energies. La société Virunga Energies, je vais commencer par la présenter. C'est une société qui appartient au Parc national de Virunga et qui vient mettre en œuvre le volet énergie renouvelable. Et tout ça, c'est dans le cadre d'un programme de développement qui a été lancé par le Parc national de Virunga. Et ce programme de développement qui a un objectif qui est celui de réduire la pauvreté au niveau des populations qui sont au Nord-Kivu, toutes les populations qui sont environnantes du Parc national de Virunga, mais aussi de faire la conservation durable des ressources du Parc national de Virunga et en même temps essayer de réduire la criminalité ou réduire tous les aspects qui sont liés aux violences qui sont dues aux groupes armés au niveau du Nord-Kivu. Voici les grands objectifs de l'Alliance Virunga. Et pour ce faire, l'atteinte de ces objectifs nécessite qu'il y ait des outils de développement qui permettent à ce qu'on puisse en tout cas les atteindre selon ce qui a été prévu. C'est ainsi que, vu qu'il y a une libéralisation du secteur et qu'un parc national ne peut pas faire la production ou la distribution d'électricité, il faut une société commerciale. Alors le parc a créé la société Virunga Energies, jadis appelée Virunga SARL, pour qu'elle mette en œuvre ce volet-là de production, de transport et de distribution d'électricité. Je vais essayer de présenter des résultats. C'est des résultats qui ont été atteints, mais derrière tous ces résultats, il y a eu un flux financier en termes d'investissement. Il y a aussi des implications en termes de résultats qui sont palpables au niveau des communautés qui bénéficient de cette électricité, mais aussi en passant par ces communautés-là qui contribuent à la construction des centrales hydroélectriques, donc la création d'emplois, ainsi de suite. Donc, au total, nous avons 3 centrales qui sont opérationnelles. Une centrale à Mutwanga, c'est dans le pays. C'est une centrale d'environ 1,4 MW. Nous avons une autre centrale à Matébé, c'est dans le Boukou, une centrale de 13,2 MW. Nous avons aussi une centrale dans le Lubero, à Ijingu, qui est une centrale de 14,6 MW. Au total, le coût d'investissement, il avoisine 120 millions de dollars qui ont été investis dans toute la région en termes de construction de centrales, mais aussi de construction des réseaux de distribution et des réseaux de transport, mis à part tout ce qui est lié à la commercialisation et au raccordement de ménage. On parle d'environ 120 millions de dollars. Dans les investissements, on peut essayer de voir comment est réparti les différents fonds. On a parlé de 120 millions. Il y a une partie qui revient à l'international, ce qui est tout à fait normal. Les équipements, les turbines, les altérateurs sont achetés à l'extérieur. Donc, il y a des fonds qui vont vers l'extérieur pour l'acquisition des équipements de qualité et de nouvelle génération. Mais il y a d'autres fonds qui sont consommés au niveau local à travers la main-d'œuvre, mais aussi à travers les matériaux de construction, des génies civils pour faire la centrale, mais aussi pour faire l'implantation de poteaux qui ont été achetés à l'extérieur.